J'ai le sentiment, la conviction, la croyance que la France va faire une excellente Coupe du Monde et pourquoi pas la gagner. Potentiellement une troisième étoile magnifique qui suivrait les succès de 98 mais aussi de 2018 et qui surtout sur le plan individuel ferait rentrer certains joueurs dans le panthéon de l'histoire de ce sport. Évidemment Mbappé, si une nouvelle fois c'est un acteur majeur, il serait peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde et pour Ousmane Dembélé il y a d'autres enjeux. Je tourne cette vidéo le matin de la finale de la LDC donc je sais pas si le PSG a battu Arsenal, mais potentiellement on pourrait retrouver un joueur avec 2 ballons d'or, 2 Coupes du Monde, 2 Ligues des Champions, quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire du ballon rond. Voilà les amis, vous l'avez compris, dans cette vidéo je vais vous dérouler mon argumentaire de pourquoi je suis très optimiste pour un nouveau succès de la France dans cette Coupe du Monde 2026. J'ai noté 5 raisons principales qui me font être optimiste. Avant de vous les énoncer, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Merci à tous ceux qui l'ont fait et on va pouvoir démarrer. Bon les amis, avant de vous lister mes raisons de pourquoi je suis très optimiste, très enthousiaste envers l'équipe de France, on va quand même rappeler quelques infos. Déjà, le coup d'envoi de la compétition pour nos chers bleus sera le 16 juin, mardi à 21h, ce sera à New York face au Sénégal. Attention, la bande à Sadio Mané n'arrive pas la fleur au fusil, ça va être un match assez compliqué, va falloir être très sérieux et même globalement la poule de l'équipe de France n'est pas la plus simple. En plus du Sénégal, on aura l'Irak, ça va, mais la Norvège de Haaland et Odegaard. Et pour rappel, le 8 juin et 4 juin, on aura nos 2 matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Irlande du Nord. Bon voilà, on a un petit peu plus de 2 semaines à attendre avant le début de la compétition pour nos bleus, mais maintenant je vais évoquer mes 5 raisons qui font que je suis quasi certain qu'ils vont faire un très beau parcours et peut-être même être champion du monde. Et la première, c'est que je trouve que la France a un effectif très homogène. En fait, quand tu déroules la liste des grandes nations, il y a toujours des domaines où certains pays ont des manquements, par exemple le Brésil qui n'a pas de latéraux, l'Espagne qui a des petits soucis en défense centrale, ou même l'Angleterre qui est toujours avec Pickford donc n'a pas de gardien de très haut niveau. Et je trouve personnellement qu'en équipe de France l'effectif est assez complet. Déjà t'as un très bon gardien avec Maignan, bon niveau latéral gauche c'est peut-être la zone où c'est le plus faible mais t'as des options comme les frères Hernandez ou Lucas Digne, c'est vraiment pas mal. Ensuite en centrale c'est magnifique, t'as du Konaté, Saliba ou Upamecano, Lacroix, enfin c'est pléthore d'options à la disposition de Dédé. Et si tu reprends le dernier Euro, la France avait 2 soucis, c'était déjà au milieu de terrain mais surtout dans son animation offensive où on se souvient à l'époque la France avait quasi marqué aucun but dans le jeu durant l'Euro, c'était vraiment cata. Et là il y a une génération de petits cracks qui a éclos ces dernières années, plus l'explosion totale de Dembélé qui est passé dans une autre dimension. Et au milieu de terrain c'est un petit peu pareil, t'as toujours Tchouaméni, Rabiot qui sont des bases solides, mais t'as 2 petits nouveaux en la présence de Zaïre Emery et Koné qui font 2 grosses saisons et peuvent prétendre à être des titulaires indiscutables. T'as toujours Kanté, l'expérimenté qui sera là, et puis comme je l'ai dit en attaque, c'est peut-être l'effectif le plus fourni du tournoi dans le secteur offensif. On a des Doué, des Barcola, des Cherki, des Akliouche qui sont arrivés, ce qui donne d'après moi un effectif très complet où je vois pas de faiblesse et même une blessure d'un titulaire pourrait être facilement remplacée sans perturber l'équilibre et la force de cette équipe. En plus de ça, je trouve que Deschamps a déjà son 11 en tête, en tout cas des certitudes sur la majorité des postes et aussi sur le système de jeu. La France devrait commencer la compétition en 4-2-3-1 avec aussi 7 joueurs sur les 11 sûrs à 100%, c'est-à-dire Maignan, Saliba, Upamecano, Tchouaméni, Olysée, Mbappé et Dembélé. C'est pour les 4 autres qu'il y aura peut-être de la concurrence, des joueurs qui peuvent piquer la place des titulaires sur le papier. Déjà pour les latéraux, Koundé et Gusto sont les 2 options. Pour l'instant c'est Koundé qui est plutôt le titulaire dans l'esprit de Deschamps, mais je pense que Gusto a vraiment une carte à jouer. Pareil pour le côté gauche, c'est assez incertain entre les 2 frères Hernandez finalement et aussi Lucas Digne. Est-ce que Rabiot sera le deuxième milieu de terrain dans ce double pivot alors qu'il y a des petits jeunes comme Manu Koné, comme Zaïre Emery qui toquent à la porte, et puis ce rôle d'ailier gauche, est-ce que ce sera Doué, est-ce que ce sera Barcola, est-ce que même on peut imaginer Dembélé à gauche, Olysée à droite et Cherki en 10. En tout cas, ce qui est ultra positif, c'est que Deschamps a l'embarras du choix à certains postes et que l'effectif comporte finalement 15, 16, 17 joueurs qui pourraient être des titulaires indiscutables. Et dans une Coupe du Monde avec un match en plus qu'à l'accoutumée, cette Coupe du Monde à 48, ce sera important d'avoir un effectif beaucoup plus complet et concurrentiel. Rajoute aussi la chaleur qu'il y aura en Amérique du Nord. C'est donc la première raison qui me fait être optimiste pour l'équipe de France.
Ok, passons maintenant à la deuxième raison qui est un petit peu dans le prolongement de la précédente, on a évoqué cet aspect, c'est le renouvellement générationnel. Vous le savez, dans le sport de haut niveau, dans la compétition, surtout dans les sports collectifs, c'est très important de renouveler le groupe, surtout pour un groupe qui a déjà gagné, c'est très important. Il y avait d'ailleurs cette malédiction avant que la France la brise en 2022, des anciens tenants du titre qui finalement se faisaient éliminer en phase de poule. On a eu l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 ou même l'Allemagne en 2018. Et la raison de ces échecs était principalement le fait que tu repartais avec un groupe qui avait déjà gagné, donc peut-être une baisse de motivation et aussi peut-être des cadres sur le déclin qui avaient des statuts supérieurs à leur niveau à l'instant T. Bon, et du coup, vous l'avez compris, c'est pas du tout un phénomène qu'on retrouve en équipe de France. Déjà, si tu prends la génération 2018 qui a été championne du monde, eh bien tu retrouves, hormis le coaching staff, Dédé et ses adjoints, seulement 4 joueurs, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté et Lucas Hernandez, qui étaient là en 2018 et seront présents en 2026. T'as donc quasi définitivement tiré un trait sur la génération Pogba, Griezmann, Varane, Giroud en gros. Mais au-delà de marquer un fossé avec la génération 2018, t'as aussi apporté du sang neuf par rapport à 2022 quand t'as été finaliste. Et oui, j'ai fait le compte dans la liste des 26 bleus, et bien il y en a 12 qui vont disputer pour la première fois de leur carrière une Coupe du Monde. On a déjà Samba, Risser pour les gardiens. En défense, il y a que Gusto et Lacroix qui vont disputer leur première Coupe du Monde. Au milieu de terrain, c'est Koné et Zaïre Emery. Et pour terminer avec le secteur offensif, c'est peut-être là où il y a le plus de renouvellement, c'est assez impressionnant parce que en tant que rookie en Coupe du Monde, on a du Akliouche, du Barcola, du Cherki, du Doué, du Mateta et du Michael Olise. Ça fait donc effectivement 12 sur 26 et ça aurait pu être 13 sur 26 parce que Lucas Digne finalement, ça fait 12 ans qu'il n'a pas disputé de Coupe du Monde, il était là en 2014 mais a raté 2018 et 2022, donc on pourrait dire que par rapport du coup à 2018 et 2022, t'as quasiment la moitié de ton effectif qui a été renouvelé et ça c'est ultra positif. Ok les amis, troisième raison qui est un petit peu liée à la précédente, c'est la méforme des favoris. En tout cas, je trouve que les très grosses nations, les favoris annoncés, sont peut-être pas dans leur meilleur état de forme. Si on prend les probabilités, les cotes de la victoire finale, il y a quand même 5-6 nations qui se détachent. On a évidemment la France qui est ici. On a aussi évidemment le champion d'Europe en titre, l'Espagne. On a le Brésil, l'Angleterre, l'Argentine et on pourrait aussi rajouter le Portugal. Et le truc avec toutes ces grandes nations, c'est que je trouve que pas mal sont sur la pente descendante, en tout cas n'arrive pas à plein de certitudes à cette Coupe du Monde. On a par exemple le cas du Brésil qui sur le papier a des excellents joueurs, beaucoup de gros noms, mais qui collectivement ça n'a jamais pris pour le moment. Il y a aussi dans leur cas pas mal de manquements, notamment les latéraux, il y a quasi personne. Et donc je les vois pas du tout invincibles, surtout dans un groupe relevé il me semble avec le Maroc. Je pense que le Brésil ne dépassera pas les quarts voire demi-finale. Ensuite pour évoquer les autres favoris, déjà commençons avec l'Argentine, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais la bande à Messi souffre d'un vrai manque de renouvellement dans le 11. On va repartir avec sûrement Alvarez et Messi titulaires. En attaque, on aura peut-être une nouvelle tête sur le flanc gauche. Ce sera peut-être soit Almada, soit Simeone, ou soit la petite pépite de com Nico Paz. Au milieu de terrain, Enzo Fernandez, McAllister et peut-être Palacios ou bien Rodrigo de Paul. Mais le gros souci que je vois avec eux, c'est surtout la défense où t'as les mêmes tontons que en 2022. Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico et Dibu Martinez en gardien. Ça fait que dans un tournoi avec de fortes chaleurs et aussi 8 matchs à disputer au lieu de 7, que cette équipe vieillissante de l'Argentine me rassure pas forcément. En plus, dans le tirage au sort, ils vont très vite devoir jouer sûrement le Portugal en 8e ou en quart de finale. Ça fait que pour moi, ils arrivent beaucoup moins favoris avec beaucoup moins de certitude qu'en 2022 et c'est un petit peu le même cas pour l'Espagne que je trouve moins effrayante que pour l'Euro 2024 où je pense que tout le monde les voyait favoris et ils ont écrasé la concurrence en décrochant ce titre avec la manière. Le 11 probable, ça risque d'être Lamine Yamal, Ferran Torres, Nicolas Williams pour le poste d'ailier gauche. Au milieu de terrain, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, c'est monstrueux. En revanche, pour la défense, c'est là où il y a le plus de soucis, même si Cucurella est exceptionnel. On peut avoir une défense centrale, Laporte, Koubarsi et Pedro Porro en latéral droit. C'est peut-être pas la meilleure charnière de toute la compétition, loin de là. Et puis en gardien, Unai Simon est celui qui est pour l'instant annoncé comme titulaire, même s'il y a Garcia du côté de Barcelone qui pousse très très fort à la porte. Dans tous les cas, en plus de ces manquements sur le plan défensif, je trouve que quelques cadres, quelques joueurs
Neymar arrive beaucoup moins en forme que pour l'Euro 2024. Déjà en attaque, est-ce que Yamal sera à 100% physiquement avec sa blessure récente? Peut-être que oui, les jeunes il va vite récupérer. Ensuite Nico Williams a fait une saison assez moyenne du côté de Bilbao, à voir s'il pourra avoir les mêmes niveaux de performance qu'en 2024. Au milieu de terrain, Ruiz pareil a une saison pas mal tronquée par les blessures. Rodri et Pedri sont aussi en méforme par rapport à 2024. Ça fait donc que même si cette équipe est la plus poussée collectivement du tournoi, peut-être qu'individuellement il y aura des défaillances et cet aspect pourrait pourquoi pas être rédhibitoire dans un match à élimination directe. Bon, passons maintenant au cas de l'Angleterre où Tourelle a fait des choix assez forts. Tourelle a décidé de prendre des joueurs de système plutôt que des joueurs talentueux individuellement. C'est pour ça qu'il s'est passé de Cole Palmer, de Phil Foden entre autres. Et donc l'idée du coach allemand pour son équipe d'Angleterre, c'est d'avoir un système huilé, une équipe dont le collectif est la star et dont les individualités s'adaptent au collectif. Il veut donc reproduire une logique de club dans le foot international. Peut-être une bonne idée, peut-être quelque chose qui va le mener vers le succès. En revanche, ça fait que pour moi l'Angleterre a un gros souci en termes de profondeur de banc et même dans le 11 titulaire je trouve pas ça monstrueux, totalement imbattable. Alors oui, sur le plan offensif t'as des Kane, des Saka, Jude Bellingham, même Morgan Rogers qui fait une énorme saison et ces 4 gars-là risquent d'être protégés par un double pivot de très haut niveau avec Anderson et Declan Rice. Mais pour moi là où le bas blesse avec l'Angleterre, c'est vraiment la défense centrale qui est inexpérimentée et assez fragile à mon avis avec Konsa et Gueye qui sont annoncés, mais surtout le gardien Pickford, je sais pas s'il a les épaules pour être un gardien top niveau, un gardien world class qui t'amène au bout d'une Coupe du Monde. Ça fait donc que je suis pas forcément optimiste pour l'Angleterre. En plus, il risque d'être dans la même partie de tableau que le Portugal, l'Argentine, etc. À voir si ça le fait pour eux. Et on va terminer avec peut-être la nation qui a le 11 le plus impressionnant sur le papier. En tout cas, au milieu de terrain, c'est imbattable. Je parle bien évidemment du Portugal où on risque de retrouver sur le front de l'attaque Silva, Ronaldo, Rafael Leao. Le milieu de terrain, Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha, c'est monstrueux. Ensuite pour la défense on aura Nuno Mendes et soit Dalot soit Cancelo en tant que latéral droit. La charnière centrale est peut-être la petite faiblesse de cette nation avec Gonzalo Ignacio, Ruben Dias et en poste de gardien on retrouve Diogo Costa. Une équipe qui sur le papier comme on l'a dit fait très peur mais qui a du mal à se trouver collectivement et ce depuis de nombreuses années. On sait que sur le plan offensif c'est pas le pays qui arrive à avoir la production la plus fluide. Il y a un vrai souci d'entente collective entre ces joueurs et finalement on se pose la question du rôle de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il n'empêche pas justement certains de ses coéquipiers que de s'émanciper et de jouer librement? Dans tous les cas, ça vient finir la revue d'effectifs des grosses nations et on peut conclure qu'il n'y a aucun des gros pays qui arrive large favori et qu'en définitive, vu la forme récente et le niveau des individualités, c'est peut-être la France qui arrive avec le plus de certitude. Bon, terminons avec les 2 dernières raisons. La 4e, c'est que la France a l'air d'avoir un parcours abordable, en tout cas une partie de tableau qui risque d'être dégagée. Et oui les amis, le tirage au sort, la difficulté des adversaires rencontrés est un élément très important pour aller loin dans une compétition internationale. Certes, la phase de poule ne sera pas la plus simple, peut-être que la France est tombée dans le groupe de la mort avec la Norvège, le Sénégal et l'Irak. Mais le truc c'est qu'avec ce format à 48 équipes et le fait que 8 des 12 meilleurs 3e seront qualifiés en 16e de finale, ça fait qu'en gros une petite victoire contre l'Irak normalement te qualifie à 95% à l'étape suivante. Ensuite si on commence à se projeter sur la suite des événements pour la France en cas de qualification à la première position, ça fait qu'en 16e de finale tu joueras un 3e de poule, donc normalement un match assez abordable. Ensuite si on se dit que les gros favoris finiront eux aussi premiers de leur poule, donc l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, etc. Évidemment qu'il y a toujours des surprises à la Coupe du Monde mais c'est la version la plus probable. Ça fera que la France jouera quand même l'Allemagne en 8e. C'est pas le match le plus facile, même si l'Allemagne fait pas partie des grands favoris, mais si t'arrives à te dépatouiller avec la bande à Florian Wirtz et Jamal Musiala, t'auras normalement un quart de finale assez simple entre guillemets, parce que le seul gros pays sur ta route c'est peut-être les Pays-Bas, après ce sera que des 2e de poule, et ensuite pour la demi, t'es dans la partie de tableau de l'Espagne s'ils finissent premier, et dans l'optique où Yamal et ses coéquipiers finissent 2e de poule, ça te donne vraiment un tableau ultra dégagé et un parcours vers la finale où tu ne jouerais ni le Portugal, ni l'Argentine, ni l'Angleterre, ni le Brésil, donc un parcours assez facilité.
Bon les amis, on termine par ma 5e raison, peut-être la plus évidente, c'est que la France a une attaque quasiment inarrêtable. Et oui les amis, depuis Colisée et la nouvelle génération, les Doué, Barcola, Cherki sont arrivés avec le maillot bleu. La France est une machine de guerre en termes de buts, quelque chose qu'on attendait tous depuis longtemps, d'ailleurs depuis la mise en place de ce 4-2-3-1 en mars 2025 par Dédé lors du match retour face à la Croatie en Ligue des Nations, un système d'ailleurs dans lequel on retrouve Olysée en 10, Mbappé plutôt en pointe et Dembélé sur le côté droit. Et bien depuis cette introduction de ce système précis et la prise en responsabilité de Michael Olysée, la France n'a jamais marqué moins de 2 buts dans un match. D'ailleurs la moyenne de buts est autour des 2,7 depuis mars 2025, depuis qu'Olysée est en 10 et que la France joue en 4-2-3-1, c'est énorme. Ça veut donc dire que 2 est vraiment le minimum de buts que la France met dans un match, c'est absolument monstrueux. Et même si tu prends les noms, le quatuor Dembélé, Mbappé, Doué, Olysée, il n'y a aucune nation qui s'en rapproche, il n'y a aucune nation qui fait mieux. Et même si tu prends les remplaçants et que tu changes à la 60e tes 4 joueurs offensifs, tu te retrouves avec Marcus Thuram en pointe, Barcola à gauche, Cherki en 10 et Akliouche à droite, c'est pas mal aussi. Et en plus de toutes ces solutions virevoltantes, t'as aussi un profil unique avec Jean-Philippe Mateta, un mec qui peut te débloquer sur un centre, sur une tête, sur un ballon qui traîne, un match qui est totalement verrouillé par l'adversaire, un espèce de numéro 9 à l'ancienne, un petit peu le même profil qu'était Giroud, donc tant en termes de talent, de profondeur et de diversité dans les profils, l'attaque de l'équipe de France est exceptionnelle. Bref voilà, c'était ma 5e raison de mon optimisme pour les Bleus à la Coupe du Monde. J'espère que je vous ai convaincu et que vous avez kiffé la vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner avant de partir. Dans tous les cas, je m'attends à une équipe de France très forte et pourquoi pas la 2e Coupe du Monde pour la dernière de Deschamps. On aura très vite nos réponses dans les matchs de préparation qui vont vite arriver et puis le début de la compétition face au Sénégal. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos sur la France, sur la Coupe du Monde, sur la chaîne. Rendez-vous donc dans quelques jours pour tout ça. C'était Capia, gros bisous.